Bonjour à tous et bienvenue dans la Arkham JCE TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit instinct de survie. D'habitude on faisait ça à deux avec Sheb. Il se trouve que ici j'ai fait un petit deck il n'y a pas très longtemps. Et du coup je le trouvais plutôt original et j'avais envie de partager. Voilà. Donc c'est absolument sans prétention. Le deck n'est pas optimisé parce que finalement il a juste été conçu et joué une fois. Voilà. D'ailleurs, c'était en compagnie de Largo et de Mickaël qui ont eu la gentillesse de me recevoir à Paris. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un deck Luke Robinson bien spécifique. Donc, je vous rappelle, Luke Robinson, c'est un mystique de la boîte des dévoreurs de rêves qui a la particularité de pouvoir automatiquement, dès le départ, se désengager de tout ennemi engagé avec lui et se mettre dans une sorte de cachette. C'est ce qu'on appelle le portail onirique, hein, qui est un lieu qui vient avec Luke Robinson. Et à partir de là, il peut se déplacer vers tout lieu révélé, si je ne dis pas de bêtises. Hein, oui, donc, il n'y a que Luke qui peut être dans le portail onirique. Donc c'est quand même super fort. Il ne peut l'utiliser que 3 fois sur toute une partie, mais bon, une évasion sans test automatique et une téléportation de surcroît gratuite, aussi bien au niveau du coût qu'au niveau des actions, puisque c'est rapide, hein, il suffit d'incliner la boîte à portail pour se créer son portail et s'en aller. C'est quand même très bien. Donc en fait, on a un mystique qui a 4 de volonté, donc ce qui est une stat un peu faible, hein. Enfin c'est beaucoup, 4 ça reste une très bonne stat, mais je veux dire, on a des mystiques qui vont jusqu'à 5 de volonté. Donc Luke Robinson se trouve un petit peu en deçà de cela. Cependant, il a une stat très correcte en intelligence et en agilité, ce qui pourrait lui permettre d'aller chercher et de réussir des tests par là. Mais bon, je ne suis pas là pour discuter de Luke Robinson, mais plutôt pour vous parler du deck. Alors, quelle est l'idée du deck? Donc, l'idée générale, en fait, le deck il a été construit de manière à être multijoueur, mais je pense qu'avec un petit peu de quelques modifications, il pourrait être adapté pour jouer en solo. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'idée, le concept. Donc le Luke Robinson donc, a cette mobilité extrêmement développée, hein, puisque il peut s'échapper de n'importe quel ennemi à n'importe quel moment, dès le début de partie. Donc ça c'est vraiment top. Euh, eh bien, j'ai cherché à comment faire pour étendre cet avantage qui était la boîte à portail, voilà, de plusieurs manières. Donc j'ai deux manières de faire ça dans le deck. Donc je vous expliquerai pourquoi une fois le sommaire passé. C'est un deck qui a comme rôle principal l'investigation. Donc son boulot, le boulot de ce deck, c'est clairement de récupérer les indices. Et les ennemis, il ne va pas les gérer. Enfin, il va les fuir tout simplement. Il va s'en aller. Quand il va y avoir un ennemi, il va faire un saut vers sa boîte à portail où il va utiliser une de ses autres solutions et il va s'en aller. Voilà. Donc, il est vraiment orienté investigation et comme tout deck mystique, son investigation dépend de ses sorts. Voilà. Alors, en fait, quand j'ai fait ce deck, je parlerai de ça dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, donc ça c'est deux. Donc le premier aspect c'est la mobilité, le deuxième aspect c'est l'investigation, et le troisième aspect que j'ai voulu rentrer, c'est la protection contre le deck de rencontre. Et on a eu quelques très bonnes sorties en mystique qui nous permettaient de faire ça. Voilà. Et l'idée de tout cela, une fois tout cela mélangé, eh bien, j'ai voulu mettre des cartes dans mon deck que je n'avais jamais sorties auparavant. Voilà. Donc, comment ça se passe?
Pardon. Au niveau de la mobilité de Luke Robinson, eh bien, donc il y a bien sûr la boîte à portail. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le deck ici est un deck à XP, mais en réalité, il est construit pour être à 19 XP, je pense, mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'autant d'XP. Je veux dire, la progression pour arriver à ce deck-ci est très simple, et vous n'avez, pour ainsi dire, quasiment pas besoin d'XP pour déjà avoir la base du deck qui tourne, quoi. Mais je reviendrai sur les XP, je vais dire compartiment de jeu par compartiment de jeu, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas trop de soucis. Alors, comment allonger la durée de vie de la boîte à portail? Sachant que je fais de l'investigation dans mon deck, et bien simplement j'utilise la compétence extatique, donc qui permet de rajouter des charges à un objet, à un soutien que l'on contrôle. Par contre, il faut évidemment pas se louper sur ces tests. Alors généralement je fais mes investigations avec ma volonté, hein, puisque j'utilise un sort, mais je suis bien au-delà du seuil, et donc j'ai très peu de chances de le rater. Donc je joue mon extatique, non pas pour l'icône d'intelligence qui se trouve dessus, mais pour la capacité de rajouter une charge. Ceci dit, avec l'intelligence de Luke Robinson, il est possible d'aller chercher des tests d'intelligence naturellement, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc l'extactique, c'est la solution de niveau 0 qui va dans le deck. Vous avez potentiellement 2 charges de plus sur la boîte à portail, et donc deux évasions automatiques ajoutées. Parce que 5 évasions automatiques sur la partie, c'est énorme, hein. Vous pouvez vraiment vous balader avec ça. D'autant que pour rajouter à la mobilité de l'ami Luc, moi j'ai rajouté les 3 ouvertures de portail. Oui, il y a 3 cartes car c'est une myriade, hein. Et qui plus est, comme Luc a le droit de jouer, si je reprends la carte pour être sûr que je ne dis pas de bêtises, voilà, chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Voilà. Donc quand on est dans le portail onirique, on peut très bien jouer une ouverture de portail sur n'importe quel lieu révélé. Voilà. C'est lieu révélé. Non, lieu connexe, c'est même pas... Ah oui, mais le portail onirique, lui, n'est connexe qu'à tous les lieux révélés. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, autrement dit, une fois que vous avez visité un lieu, et si jamais il y a un ennemi qui pop, vous vous mettez dans votre portail onirique, vous jouez l'ouverture de portail sur le lieu que vous venez de quitter, et là où il y a le monstre potentiellement qui se déplacera après, il fera sa vie. Mais bon, voilà. Donc vous jouez votre ouverture de portail, comme ça vous pourrez revenir sans problème vers ce lieu. Et alors ce qui est chouette, c'est que les ouvertures de portail, donc évidemment ça ne marche que par 2, donc la première ne sert à rien et il vous faut une deuxième, mais c'est que il n'y a que les investigateurs qui ont le droit d'utiliser les portails. Donc quand vous créez un raccourci, vous créez un raccourci juste pour vous-même, pas pour les monstres. Donc c'est vraiment pas mal au niveau déplacement, c'est très chouette. Voilà, maintenant c'est pour jouer le mystique, sinon il y a évidemment le raccourci en chercheur qui aurait pu rentrer, mais voilà, moi j'avais envie de jouer ces ouvertures de portail. En plus, comme je jouais une partie à 3 joueurs, je me suis dit que l'ouverture de portail se prêtait peut-être plus à cet aspect multijoueur, et sur le scénario que nous avons fait, je vous renvoie vers la chaîne de l'Argot, hein. Donc c'est Arkham Adventure et le monde ludique, si ma mémoire est bonne. Eh bien vous verrez que c'était très utile parce qu'on était plutôt bloqué dans nos lieux, et donc ça a permis de bien voyager. Donc voilà, ça c'est
ce sont les deux solutions de niveau 0, donc l'extatique et l'ouverture de portail. Ensuite vient une solution XP, alors je vous rassure tout de suite, en XP ça ne coûte qu'un XP. Alors certes c'est une myriade qui nécessite 3 cartes, c'est le segment d'Onyx, hein, donc en chercheur. Je vous rappelle que quand des cartes ont AXP, on le mot-clé myriade, on ne paye qu'une seule fois le coût pour avoir jusqu'à 3 cartes de la myriade dans son deck. Alors ici, jouer le segment d'Onyx en autre chose que x3, ça ne sert à rien puisqu'il faut les 3 pour générer le collier de la reine. Donc c'est ma solution supplémentaire et je trouve que c'est super complémentaire avec la boîte à portail. En plus, Shep m'avait dit, ouais, les segments d'Onyx, ça ne se joue pas en dehors d'un... Ah, comment s'appelle-t-elle encore? Elle est là, d'une Mandy, si je me mémoire bonne, voilà, d'une Mandy Thompson, parce que tu ne peux pas aller les chercher, c'est pas viable, etc., etc. Bah ouais, si, ici ça se joue tout à fait, on n'a pas besoin d'avoir les segments d'Onyx en début de partie, ni même en milieu de partie, mais en fin de partie, le collier de la reine peut prendre, je vais dire, le relais par rapport à la boîte à portail, puisque je vous rappelle que le collier de la reine peut vous permettre 3 choses et vient avec 3 charges. Ce qui fait que Extatic fonctionne à la fois sur le portail, la boîte à portail et à la fois sur le pendentif de la reine. Donc le pendentif de la reine permet de faire 3 choses. On évade automatiquement un ennemi dans un lieu. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez aider vos copains à évader un ennemi s'ils sont un peu en galère. Donc ça c'est vraiment chouette. On peut se téléporter directement. Ou on peut découvrir un indice dans un lieu, ce qui est un ajout quelque part par rapport à la boîte à portail. Voilà, donc j'ai quand même ici des solutions de mobilité qui sont quand même très chouettes, qui permettent de se déplacer vite sans vraiment craindre les ennemis. Donc je veux dire, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Si je devais vous dire d'enlever quelque chose, eh bien, moi j'enlèverais plutôt les ouvertures de portail. Parce que j'ai le sentiment que c'est une carte, et je pense que nous l'avions dit dans notre vue avec Shep, que ces ouvertures de portail commencent à devenir vraiment très utiles quand il y a de plus en plus de joueurs dans la partie. Donc moi j'étais sur une partie 3 joueurs avec ce deck, donc je vais dire, j'y allais confiant quoi avec mes 3 ouvertures de portail. Je me suis dit bon, que ça pourrait éventuellement être utile, et au pire bah, il y avait quand même des icônes de volonté et d'agilité, donc ça pouvait servir. Mais voilà, ici c'est utile, même dans un deck solo ça pourrait se justifier, mais c'est peut-être le premier truc que je ferais sauter dans ce compartiment mobilité dans un deck solo. Voilà. Les segments de Nyx pour moi sont utiles malgré tout. Et peuvent faire la différence sur une fin de partie où il vous manque une charge, ou il vous manque un indice, ou que sais-je. Voilà, donc ça c'était pour le premier compartiment. Ensuite, eh bien, je propose de passer au compartiment de l'investigation en tant que tel. Hein. Donc l'investigation en tant que telle, ce qui est chouette dans un Luke Robinson, c'est qu'il a 4 de volonté, mais également 3 d'intelligence. Donc en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas aussi tirer profit de cette deuxième stat? Bah c'est c'est pas du tout ce que j'ai fait ici. Or, il y a des decks Luke Robinson qui utilisent les deux tableaux, hein, mais ce sont plus des decks où l'attaque a été privilégiée par rapport à la mobilité. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, un bon ennemi est un ennemi auquel on peut échapper. Voilà. Donc, les combats de boss, ce sera pas avec lui, quoi. Ça, c'est sûr.
Ce sera un investigateur qui va choper des indices, qui va échapper aux ennemis, mais il va pas tuer du boss. Donc, pour en revenir à l'investigation. J'ai pris ici le parti de... Ah, excusez-moi. Donc concernant l'investigation, moi j'ai pris le parti ici de ne travailler qu'avec sixième sens. Voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était une carte que je n'ai jamais utilisée. J'utilise ici le sixième sens de niveau 4. Alors dans la partie que j'ai faite avec ce sort, c'est juste une tuerie. Enfin, je veux dire, une fois que le sort est sur la table, je n'ai plus raté aucun test d'investigation. Enfin, le seul truc qui pouvait me faire rater un test d'investigation, c'était l'échec automatique, quoi, grosso modo. Parce que je vous rappelle qu'on gagne un plus 2 de volonté avec ce sort niveau 4, donc c'est juste super fort. En plus, mon appareil photo à soufflet était sur table et chargé, donc j'avais en réalité plus 3 de volonté, donc ça me faisait des tests d'investigation à 7, enfin c'était vraiment très chouette. Alors par contre, j'ai eu du mal à le faire sortir, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le faire sortir. Je vais revenir sur ma partie pioche et fluidité de jeu. Ce que j'appelle fluidité de jeu, c'est ce qui sous-tend le deck, et donc finalement la pioche et les ressources. Mais j'y reviendrai après. Voilà, donc le sixième sens qui est en fait, j'ai souvent entendu dire que ouais, le sixième sens c'est pas terrible, ça ne chope qu'un indice à la fois, etc. Bah oui, mais un chercheur de base ne chope qu'un indice à la fois, et c'est ces cartes qui permettent d'augmenter ça. Voilà, vous pouvez mettre je crois que c'est déduction qui permet de choper deux indices lors d'un test d'investigation. Bah, il se trouve que Luc a accès à la classe, donc pourquoi ne pas le mettre? Moi j'ai décidé de ne pas le mettre, et de prendre le parti d'être un très très bon investigateur, enfin un collecteur d'indices plutôt, et de prendre les indices par deux, mais de prendre les indices que par un, mais d'avoir des tests très hauts. Donc au final, associé à la mobilité qu'on a vu juste avant, bah, ma foi, ça tournait plutôt pas mal. Voilà. Donc ce sixième sens, je ne l'ai pas associé à un rituel de recherche, ce qui peut paraître étonnant, et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû rajouter un rituel de recherche, entre guillemets, de secours. Maintenant, un rituel de recherche, c'est quand même assez cher, hein. Et oui, en fait, il faut aussi savoir que c'est même pas pour une raison de concurrence que je n'ai pas mis le rituel de recherche, c'est vraiment, je ne voulais pas le mettre. Enfin, c'est une carte que j'ai toujours utilisée quand je construisais Mystique, et voilà, j'en avais un peu ras la casquette du rituel de recherche, donc je ne l'ai pas mis. Maintenant, dans ce deck-ci, en fait, il n'y a qu'un slot de sort qui est utilisé, donc j'ai pas envie que... Enfin, ce deck est à améliorer, en fait. C'est une première version, c'est une idée intéressante, tu as un jet intéressant, enfin je trouve, c'est pour ça que je tenais à le partager, mais il est absolument perfectible. Ici, il n'y a qu'un sort dans ce deck mystique. Donc, vous avez la possibilité de changer des cartes pour rentrer un deuxième sort, pour, je vais dire, donner votre patte au deck. Donc ici, le sixième sens, bah, moi j'ai décidé de mettre l'appareil photo à soufflet, voilà, parce que ça donne un bonus permanent de volonté, hein, et ensuite d'intelligence, donc ça permet de monter à 5 de volonté, 4 d'intelligence, et puis le point de santé mentale, bah finalement, ça m'a été utile dans ma partie. Mais vous pourriez tout à fait décider d'enlever l'appareil photo à soufflet,
et de mettre un sort qui, par exemple, gère les horreurs, qui gère les ressources, pourquoi pas qui permet d'évader plus facilement la brume de Riley, qui permet d'évader plus facilement les ennemis, pour être encore plus dans l'optique évasion. Donc il y a de quoi, je vais dire, moduler ce deck. Enfin, le satur est là, mais vous pouvez rajouter votre petite patte. Voilà. Donc, moi j'ai décidé de partir sur 6ème sens, accompagné de l'appareil photo à soufflet. Une fois le 6ème sens sorti, j'investigue à 6. Une fois l'appareil photo à soufflet sorti, et en plus du 6ème sens, j'investigue à 7. Et une fois que j'investiguais à 7, je n'avais absolument plus aucun problème pour investiguer. Et ça roulait tout seul, quoi. Alors, pour le début de partie, et les moments où je n'avais pas de, je vais dire, de sort de sortie, j'avais un attiré vers la flamme. Voilà. Alors c'est une très bonne carte en mystique de base, mais en plus, dans l'optique de mon deck qui se protège entre guillemets contre le deck de rencontre, c'est vraiment pas mal. Et en plus de cela, j'ai rajouté un chercher des réponses, voilà, qui est loin d'être essentiel. Ça, je pense qu'on peut le faire sauter sans souci. Ouais, on peut le faire sauter sans souci. En fait, ici, vous verrez que je n'ai ni mis la clé de Saint-Hubert ni le Saint-Rosaire. Pourquoi? Simplement pour laisser la place à le pendentif de la reine. Alors, c'est parce que je suis dans un deck pexé et que mon 6ème sens a un +2 de volonté intégré. Dans un deck de niveau 0, forcément je n'ai pas les segments d'Onyx ni le pendentif de la reine. Donc mes 6ème sens sont de niveau 0, et donc là je vais peut-être peiner un peu avec, entre guillemets, simplement 4 de volonté. Et donc là, dans un deck de niveau 0, je mettrai très certainement un Saint-Rosaire pour me passer à 5. Avec l'appareil photo à souffler, on arrivera à 6. Ça reste un score très très honnête pour commencer à investiguer. Voilà. Voilà, donc pour le compartiment investigation du deck, j'ai ici un 6ème sens de niveau 4 en 2 exemplaires, qui est vraiment au cœur de mon système de recherche d'indices. Attention cependant que si vous commencez une campagne et que vous souhaitez partir sur quelque chose de similaire, que vous choisissez un 6ème sens de niveau 0, mieux vaut quand même avoir une solution, je vais dire, qui va augmenter votre volonté sur le côté, parce que y a des cas où 4 de volonté, ça ne suffit pas pour réussir un test d'investigation. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, par exemple, remplacer les segments de Nyx par un cran et deux Saint-Rosaire, ou 2 crans, un Saint-Rosaire. Voilà, le chercher des réponses peut aussi être remplacé par quelque chose de similaire. Voilà. Donc ça a très bien fonctionné. Maintenant, c'est parce que aussi j'avais le sort de niveau 4. Et si vous souhaitez pousser encore plus loin l'investigation, n'hésitez pas à mettre un rituel de recherche en complément. Ça risque de... Si vous faites ça, ça risque de gripper un petit peu au niveau économie. Voilà, vous risquez de tomber un peu à court d'argent, mais je pense qu'en incluant des libérés l'âme, par exemple. Alors, je suis plus sûr du nom de la carte. La carte dont je parle, c'est celle qui vous permet de réduire... c'est une carte mystique. C'est un événement, quand vous le jouez, ça vous permet de réduire le coût d'un sort.
et pour l'installer directement. Et ça a aussi 2 icônes de volonté, donc c'est multi-usage en fait. Soit vous l'utilisez pour réduire le coût du sort que vous installez, soit vous l'utilisez pour ces icônes de volonté. Dans tous les cas, c'est bien. Donc ça, c'est une très bonne carte qui peut être rentrée si vous décidez d'ajouter en plus du 6e sens un rituel de recherche, un ou deux. Voilà. J'ai été long. Ça fait déjà 25 minutes que je parle et je ne suis qu'à même pas, je suis même pas à la moitié de mon explication parce que il me reste l'aspect protection contre le deck de rencontre et puis le reste, ce qui vient sous-tendre tout cela. Donc, l'aspect protection du deck de rencontre, eh bien, il y a l'excellente carte Nier l'existence que j'ai inclus en x2, bien évidemment. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, hein. C'est vraiment génial parce qu'elle est rapide et elle se joue après que vous ayez eu un mauvais truc qui vous tombe sur la couenne et vous embête réellement. Donc, comme bon, généralement défausser des cartes, perdre des ressources et perdre des actions, ça va encore, quoique perdre des actions ça peut devenir embêtant, mais subir des dégâts ou des horreurs c'est encore plus embêtant. Et donc c'est une carte vraiment très 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 utile. Voilà. Alors, ok. Ça, c'est la première carte de mon compartiment protection. Alors, comparé, je vais dire, aux 2 autres compartiments de mon deck, le compartiment protection contre le deck de rencontre, c'est celui qui consomme le plus d'XP. Alors, pourquoi ? Parce que mon but, c'était vraiment d'essayer de protéger toute la table un maximum contre le deck de rencontre, et pas seulement moi-même. Voilà. Donc, j'ai inclus des sorts de protection, mais des sorts de protection niveau 2, ce qui permet de protéger les copains en cas de coup dur. Donc ça déjà, sort de protection niveau 2 x 2, ça vous fait déjà 4 XP. Et en plus de ça, j'ai voulu sortir une nouvelle carte, qui est Diana Espérance, et donc... l'idée, enfin donc ça coûte 3 XP, bon je ne l'ai mis qu'en fois, hein, Diana Espérance pardon. Et donc le but évidemment c'est de mettre un sort de protection de niveau 2 sur Diana Espérance, et dès qu'il y a un sale truc qui sort pour n'importe qui, on peut activer le sort de protection niveau 2 jusqu'à 3 fois, ce qui est quand même un cancel absolu 3 fois sur une partie, sans compter le 2e exemplaire du sort de protection. C'est quand même très très fort. Donc ça veut dire que vous avez 4 cancels absolus. Bon, ça vous coûte 4 santé mentale, mais je vais dire, on en a 9 au départ. C'est pas trop grave. Voilà. Donc cette combinaison sort de protection niveau 2 Diana Espérance, ça revient à 7 XP, mais ça protège toute la table. Voilà. Donc vous allez me dire, faut-il encore que ça sorte, etc. Mais ça, j'en parlerai dans la partie pioche et moteur de pioche. Voilà, donc nier l'existence, sort de protection, et ma dernière carte, et alors là, j'adore cette carte, c'est contempler les étoiles. Donc contempler les étoiles, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça vous fait mettre une carte dans le deck de rencontre. Mais cette carte, elle est vraiment super. Donc quand on joue contempler les étoiles, on la défausse, ou la même hors jeu, je pense. Non, on ne fait que la défausser, mais maximum 2 fois par partie. Et ensuite on met les étoiles sont alignées dans le deck de rencontre, et les étoiles sont alignées fait que, eh bien, c'est un renforcement qui ne fait rien de mal pour l'investigateur. Donc cette carte est à mettre dans les 10 premières cartes du deck de rencontre, et puis on mélange les 10 premières cartes entre elles, donc on sait que dans les 10 cartes piochées qui arrivent, on va avoir un truc positif. Alors, à 2 joueurs, ça fait 5 tours, à 3 joueurs, ça ne fait que 3 tours.
Donc, et à 4 joueurs, on est sur 2 tours et demi. Donc, bon. Je vais dire, c'est une carte que j'adore, mais je ne la jouerai peut-être pas en duo. Voilà. Donc, c'est aussi lié à l'aspect multijoueur du deck que j'ai joué, cette carte. En plus, j'ai eu les deux en main de départ, donc c'était vraiment super. Et donc, que fait Les Étoiles sont alignées? Eh ben, l'investigateur qui la pioche choisit de la donner à qui il veut, et cet investigateur pioche une carte, gagne une ressource et gagne une action à faire immédiatement. Donc c'est vraiment super fort, c'est vraiment très très chouette, et ça allait à fond dans le thème protection du deck de rencontre. Cependant, si vous jouez à moins de 3 joueurs, je suis pas sûr que je la mette. Voilà, parce que, eh bien, moi j'ai été ici dans un cas où à 3 joueurs, j'ai eu les deux en main de départ, donc forcément, je veux dire, la première sortie un peu assez vite, et puis la deuxième, même si on a remélangé le deck de rencontre, et elle a fini par sortir. À 2 joueurs, si vous avez ces cartes en milieu de partie, vous avez une espérance, allez, je veux dire, en moyenne, ça sortira 3 tours après que vous ayez joué la carte. Mais ça peut aller jusqu'à 5. Et donc, il faut qu'il y ait encore ce nombre de tours-là à jouer quand vous jouez Contempler les étoiles. Donc, je suis pas sûr. Alors, en solo, je ne la mettrai pas, c'est quasi sûr. À 2 joueurs, peut-être s'il me reste des slots, mais je suis pas sûr. À 3 joueurs, par contre, là, il n'y avait pas de problème. En plus, j'avais cette volonté d'utiliser des cartes que je n'avais jamais sorties, donc c'était l'occasion, en fait. C'était l'occasion de la mettre. Donc voilà pour l'aspect protection. Mais la combo, évidemment, la plus puissante ici, ça reste Diana Espérance avec le sort de protection niveau 2 qui vous protège toute la table contre n'importe quoi. Ça, c'est vraiment super fort. Par contre, ce dont il faut être conscient, et ça je l'avais pas forcément anticipé dans le build que je vous présente ici, c'est que c'est assez coûteux en termes de santé mentale. Et donc si ça sort, ce qui manque peut-être au deck que je vous présente ici, c'est une solution de soins de santé mentale. Voilà. Alors que faire si vous avez un deck de niveau 0? Eh bien, le nier l'existence, il doit rester là. Je veux dire, c'est la carte, c'est vraiment une carte super forte. Y a pas à dire, ça peut rester là sans aucun souci. Le sort de protection, eh bien ma foi, en attendant de protéger les copains, vous pouvez toujours vous protéger vous-même. Donc sort de protection niveau 0, il est malgré tout très utile pour vous protéger contre n'importe quoi venant du set de rencontre. Voilà. Alors Diana Espérance et les deux Contempler les étoiles, eh bien vous pouvez les remplacer par des libérer l'âme, par des courages inattendus, par des crans, voilà, des choses qui au final ne vous protègent pas, mais vont vous aider à réussir des tests. En plus, un courage inattendu, eh bien vous pourrez l'utiliser pour n'importe quoi et pas uniquement pour vous protéger du deck de rencontre. Donc voilà, ces slots-là peuvent être mis à profit pour d'autres choses. Alors ici on vient de voir, je veux dire, les compartiments du deck. Reste à voir maintenant comment on fait tourner tout ça, parce que au niveau économie, l'air de rien, bon, il n'y a rien qui coûte excessivement cher, hein. Je regarde les cartes là dont je viens de vous parler. L'appareil à soufflet, c'est 2, le 6ème sens c'est 3, Diana Espérance, la carte qui coûte la plus chère, c'est 4. Le reste, ça coûte 1. Donc, bon, on n'est quand même pas sur un deck extrêmement cher, donc ça c'est une volonté, évidemment. Malgré tout, pour que ça tourne bien,
Et étant donné qu'on est ici dans un deck plutôt d'investigation, bah, j'ai rajouté 2 élucider l'affaire. Voilà. De mémoire, dans la partie que j'ai joué avec ce deck, je n'en ai joué qu'un, et ça m'a suffi pour avoir une économie relativement bonne. Alors, ensuite, avec quoi est-ce que je complémente? Parce que si vous avez à peu près suivi, il y a encore 6 slots non utilisés dans ce deck. Eh bien, j'ai commencé par ajouter l'initié aux arcanes. Voilà, pourquoi l'initié aux arcanes? Parce que je voulais aller chercher au plus vite mon 6e sens. Voilà, mon 6e sens de niveau 4, il me le fallait au plus vite. Et donc, rajouter l'initié aux arcanes en 2 exemplaires, ça me garantissait quelque part d'avoir 4 cibles pour ma première main. De préférence, c'était mon 6e sens. Et dans un deuxième temps, si je n'avais pas mon 6e sens, eh bien, un initié aux arcanes faisait l'affaire. Voilà. Malgré tout ça, quand la vidéo de partie sera publiée, si elle ne l'est pas déjà, vous verrez qu'il m'a fallu très longtemps avant de pouvoir sortir mon 6e sens, mais c'est plus, je veux dire, de la malchance que vraiment un problème de deck building, je pense, hein, puisque 4 cibles sur 30 cartes, ça reste quand même de très bonnes probabilités, sachant qu'il y a un mulligan. Voilà. Donc, l'initié aux arcanes, en plus de cela, j'ai plein de cibles pour mes sorts, hein, puisque j'ai les nier l'existence, les sorts de protection. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est déjà pas mal. Mes ouvertures de portail également. C'est quand même pas mal, hein, donc ça fait 5, 6, 7, ça fait 9 cartes. 9 cartes. Donc ça fait le tiers du deck qui est tutorable par l'initié aux arcanes. Ça justifie totalement son inclusion. En plus, ces deux points de santé mentale vont me permettre d'être utilisés comme tampon pour le sort de protection. Donc voilà. Alors, donc je vous ai parlé de l'initié aux arcanes. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour faire tourner tout ça? Eh bien, j'ai le sac à dos. Mais je vais pas en parler tout de suite du sac à dos, parce qu'avant j'ai un objet, donc je vous dirai que je pourrais le tutorer avec le sac à dos. C'est le lexique occulte. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est que le lexique occulte, eh bien, c'est une carte qu'on met en jeu, ça utilise un emplacement main, mon deuxième, hein, puisque le premier était utilisé par l'appareil photo à souffler. Et en fait, pardon, vous allez mélanger 2 rituels de sang dans votre deck et mettre un 3e dans votre main. Alors le rituel de sang, c'est une carte très polyvalente, c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle permet à la fois au choix de faire de la pioche, de faire des ressources ou de taper un ennemi. Donc, je vous relis la carte hein, pour vous rappeler. Donc, on pioche 2 cartes. Ensuite, on défausse jusqu'à 2 cartes de sa main. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de défausser des cartes. Et pour chaque carte défaussée, on a le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât. Donc c'est à la fois une solution de pioche, une solution d'économie et une solution de dégâts. Alors même si, je vais dire, le deck ici, moi je l'ai mis principalement pour l'aspect pioche-ressource. Maintenant, un ennemi un peu pénible, je prends aux engoulevents par exemple. C'est typiquement un truc pénible, c'est un ennemi à distance qui reste dans votre lieu. Bah voilà, ici vous n'avez pas besoin de l'engager, vous défaussez. C'est quoi que je dois faire exactement? Ouais, on défausse une carte et on dépense une ressource et puis boum, on se débarrasse de l'engoulevent et problème réglé quoi, en une seule action. Donc c'est pas mal. En plus, comme on a pioché 2 cartes au départ et qu'on ne doit défausser qu'une, on a quand même gagné une carte dans le processus. Donc
Vraiment, c'est une excellente carte ce rituel de sang, et ça fait aussi partie, donc le lexique occulte qui met les rituels de sang en cartes liées, ça faisait partie des cartes que je n'avais jamais jouées, que je voulais voir tourner, et il se trouve, si je me souviens bien, ça m'a pas mal servi comme durant la partie. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bon. On en est maintenant au flux quantique. Le flux quantique, ça me permet juste de recycler les événements utiles comme les cancels en fait. C'est principalement pour un rituel de sang, pour en lier l'existence, pour un sort de protection que je les ai mis que j'ai mis le flux quantique dans le deck. Ça permet de remettre tout ça, les élucider l'affaire aussi. Et ensuite, écoutez, il me reste le sac à dos. Le sac à dos, c'est une autre manière d'aller faire du tutorage. Donc qu'est-ce que j'ai comme objet? Eh bien, j'ai les segments d'Onyx dans mon deck, donc ça fait quand même 3 cartes. J'ai les 2 appareils à soufflet, ça en fait 5. Et j'ai le deuxième sac à dos malgré tout, donc ça fait 6 cartes sur 30, un cinquième. Voilà, ça reste. C'est une proportion un peu faible pour mettre un sac à dos, j'en conviens tout à fait. Maintenant, bon, écoutez, j'avais des slots, j'avais pas de moyen d'aller chercher facilement, je vais dire, mes segments d'Onyx, donc même si voilà, j'ai les rituels de sang qui permettent d'aller piocher, j'ai les initiés aux arcanes qui permettent d'affiner, d'aller chercher le reste, et donc d'affiner mon deck, et donc par extension me permettre de trouver plus facilement les segments d'Onyx. J'ai voulu mettre le sac à dos pour essayer d'aller chercher encore plus vite. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure solution de pioche, ni la plus avisée que j'ai mis dans mon deck. J'ai vu pas mal de decks Luke Robinson qui mettaient Monsieur Rook, puisqu'il a accès à Monsieur Rook. Pourquoi pas? Moi, mon problème, c'est que j'avais déjà un slot d'allié sans charisme qui était plutôt chargé, puisque j'ai 2 initiés aux arcanes, même si c'est plutôt dédié au début de partie. Et j'ai une Diana Espérance à mettre après. Donc voilà, on était quand même plutôt chargé à ce niveau-là. Maintenant, Monsieur Rook peut très bien se justifier. Le souci, c'est une solution alternative, mais si vous mettez un Monsieur Rook, vous allez mettre plutôt les cartes qui se recherchent. Je sais plus le nom exact, je dois l'avoir ici dans mon deck Mandy. Si vous me permettez 2 secondes, je vais vous lire ça tout de suite. Comment ça s'appelle encore? Découverte effrayante ou un truc comme ça. Donc, Monsieur Rook. Voilà. Révélation stupéfiante. Les révélations stupéfiantes, vous allez plutôt mettre ça en plus. Ça vous permet d'avoir soit des ressources, soit des utilisations supplémentaires de Monsieur Rook. Donc, c'est une autre optique de deck en fait. Moi j'avais envie de mettre Monsieur Rook parce que je venais de jouer à Mandy Thompson et voilà, j'avais envie de faire autre chose. Maintenant vous pourriez très bien vous dire voilà, on va plutôt partir sur Monsieur Rook avec des révélations stupéfiantes, on met pas les initiés aux arcanes. Voilà, ça c'est des choix. C'est des choix. Mon problème avec ça, c'est voilà, les initiés aux arcanes, moi, le but primaire de mon deck, c'est quand même l'investigation. Donc je voulais avoir une initiée aux arcanes, ou de quoi, en tout cas, aller chercher un 6ème sens. Alors même si Monsieur Rook couvre quand même un tiers du deck, potentiellement par sa capacité, je préférerais, je vais dire, avoir plus de cartes avec une initiée aux arcanes que 3, je vais dire,
comment dire, c'est un peu la différence entre, en fait, si je compare Monsieur Rook à l'Initié aux Arcanes, bon, bien sûr, l'Initié aux Arcanes ne fonctionne que pour les sorts, mais dans mon cas, j'ai plein de sorts, donc voilà. L'Initié aux Arcanes vous permet d'aller voir parmi seulement les 3 cartes, mais de manière constante et durable. Donc l'effet est moins fort, mais il est durable. L'effet de Monsieur Rook est moins durable sur la longueur, mais plus fort ponctuellement. Voilà. Et donc, moi, je préférais cet effet un peu moins fort mais durable dans le temps, sachant que j'avais un grand nombre de sorts dans mon deck. D'où mon choix, en plus du fait que je n'avais pas envie de sortir un Monsieur Rook. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, le choix Monsieur Rook comme solution de pioche est tout à fait envisageable dans ce deck. Peut-être à mettre, je veux dire, à la place des sacs à dos, hein, pourquoi pas. Parce qu'au final, si vous n'avez ni initié aux arcanes, si vous n'avez pas les initiés aux arcanes en début de partie, bah, vous pouvez mettre un Monsieur Rook, utiliser quelques-unes de ses charges pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Et une fois qu'il a fini d'être utile, bah, on remplace par un initié aux arcanes qui permet d'aller chercher les sorts, etc., etc. Voilà, on fait un cycle, quoi. Ceci dit, ça m'embêtait de mettre à la fois l'initié aux arcanes et Monsieur Rook, bah, simplement pour une question de slot. Et j'avais pas envie de mettre un charisme parce que je jugeais pas que c'était suffisamment utile d'avoir les deux dans mon deck. Maintenant, c'est une solution tout à fait envisageable. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai pas mal parlé. On a fait un petit peu le tour de ce deck. Je veux quand même revenir sur quelque chose qui est très très fort, plus fort qu'on ne le pense, sur le segment d'Onyx. Donc là, je reviens à mon premier compartiment de jeu, qui est la mobilité, l'évasion, etc. Et les segments d'Onyx et les pendentifs de l'arène fonctionnent de la manière suivante. Il vous faut les 3 segments d'Onyx pour aller chercher parmi vos cartes liées le pendentif de l'arène. Par contre, ce qui est super fort, c'est que quand le pendentif de l'arène n'a plus de charge, je vous lis, hein, mettez-la de côté hors jeu et mélangez dans votre deck les 3 exemplaires du segment d'Onyx mis de côté. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand vous avez trouvé vos 3 segments d'Onyx, vous êtes plutôt à la fin de votre deck. Donc, utilisez très vite les charges du pendentif de l'arène, c'est pas super grave parce que généralement il vous reste que très très peu de cartes. Et donc vous pouvez espérer de retrouver très rapidement ces trois cartes en fait, ces 3 segments d'Onyx avant la fin de la partie parce que forcément vous remélangez 3 cartes dans, je sais pas ce qui vous reste, mais les 2 fois où ça m'est arrivé d'avoir le pendentif, d'utiliser les charges du pendentif avant la fin de la partie, bah, il me restait, je veux dire, entre 2 et 5 cartes dans mon deck. Donc voilà, les segments d'Onyx sont très 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 vite arrivés. Et j'étais très très content de pouvoir les retrouver une deuxième fois. Voilà. Alors, je vous disais que ce deck pourrait éventuellement fonctionner en solo au début de vidéo. J'y réfléchis pendant que je vous parlais. Il y a quand même l'aspect combat qui fait défaut. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment faire toute une campagne sans au moins tuer un ennemi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois que dans la zélatrice, si vous le faites pas, bah, vous allez être sacrément embêté au 3e scénario, hein, parce que soit vous chopez tous les cultistes, puisque vous n'en avez attrapé aucun au scénario 2, soit bah, y a Umordot qui débarque et qui vous tuera. Voilà, ça c'est dit. Ouais, je sais pas trop. Ça manque d'un aspect combat pour être, je veux dire, 100% à l'aise en solo, mais pourquoi pas en fait. Pourquoi pas l'évasion.
Ouais, donc ça reste quand même un deck principalement orienté, je vais dire, investigation, c'est vraiment son rôle principal. Mais c'est vraiment un ninja, celui que Robinson, il se déplace comme personne, et ça en fait un personnage, un investigateur très agréable à jouer. Alors moi, malheureusement, dans le scénario que j'ai joué, c'était sur le Palais du Rire, qui est un scénario fan-made. Euh, la map est vraiment très particulière et je vais dire même si j'étais très content d'utiliser la boîte à portail, bah, alors sans vous spoiler le scénario c'est un peu compliqué, mais disons qu'on était un peu enfermé et du coup bah même si je pouvais me déplacer vers tous les lieux révélés, bah, je pouvais quand même pas aller super loin ou voilà. Tout est quand même plus ou moins proche les lieux sont quand même proches les uns des autres, même s'ils sont un peu cloisonnés, et donc voilà, j'ai pas eu l'impression de partir, je veux dire, du sommet d'une montagne pour me retrouver au bord de mer, quoi. Voilà. Or, avec ce deck, ça aurait pu être totalement possible. Donc, c'est vraiment super agréable, cette mobilité qu'il a. Je pense que le principe ici du deck est intéressant, hein, d'ajouter des solutions pour encore plus en profiter. Au niveau investigation, je pense que voilà, les attirer par la flamme, les sixièmes sens, voir l'appareil à souffler, ça peut rester. Peut-être qu'il faut complémenter un petit peu sur un deck niveau 0, voire même sur un deck AXP. La partie protection, eh bien écoutez, le contempler les étoiles, c'est la carte la plus discutable en fonction du nombre de joueurs. Le sort de protection niveau 2, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Ici, c'est vraiment un deck de protection pour aider toute la table contre le deck de rencontre. Vous n'êtes pas obligé de le jouer comme ça. Vous pourriez très bien mettre du cancel niveau 1 et ça pourrait très bien vous suffire. Le contempler les étoiles, vous pourriez le virer aussi, et puis du coup, ben, vous récupérez des slots pour faire autre chose. Voilà. Alors au niveau de l'économie, bah écoutez, moi j'ai pas mis de planque, j'ai mis lucider l'affaire parce que comparé à planque, bah, c'est rapide maintenant, et j'avais ici un deck d'investigation, donc ça se mariait plutôt bien. Le lexique occulte, bah écoutez, à l'utilisation que j'en ai eu, j'ai pas été transcendé, mais ça reste hein, une carte. Mais j'ai pas été transcendé, pourquoi? Parce que je l'ai eu fin de partie. C'est les problèmes des cartes uniques. Hein. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, et peut-être que le moteur de pioche manque de fluidité, donc. Euh, Ouais, peut-être qu'il faudrait tenter un Monsieur Rook en plus des initiaux arcanes et puis avoir l'un ou l'autre. Mon problème, c'est qu'en début de partie, je n'avais pas mes initiaux arcanes, donc j'étais un peu bloqué quelque part. Voilà. Enfin, bloqué. Non, pas bloqué, mais disons que j'avais prévu un rendement de cartes qui n'est pas venu et donc bah, c'était un peu lourd, quoi, le début de partie à cause de ça. Donc voilà. Euh, je pense que voilà, je veux encore une fois être très clair sur l'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous partager une idée. Le deck, il est perfectible, clairement. Ici, moi, je l'ai fait parce que j'ai été invité par notre ami Largo à me joindre à lui à Paris. Et je me suis dit, bah chouette, une partie à 3, j'ai pas l'occasion d'en faire souvent. Donc je vais essayer de faire un truc avec des cartes que j'utilise pas souvent, orienté plutôt multi. Voilà, puisque moi je joue principalement en duo avec Shep, donc c'est vraiment pour vous partager l'idée. Je crois avoir essayé dans cette vidéo de vous donner tous les axes autour desquels articuler un éventuel repompage de ce deck en fonction du contexte dans lequel vous seriez, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas d'XP,
qu'est-ce qui se passe si vous êtes à 1, à 2, ou à peu de joueurs ou à beaucoup de joueurs. Donc, je vais dire ici, je vous donne une idée. c'est le principe de la vidéo. Je trouvais ça original, hein, la mobilité de Luke Robinson alliée avec le pendentif de la reine et l'investigation du sixième sens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous intéressera. Ça fait quasiment 1 heure que je parle sur un deck. Incroyable. Du coup, voilà. Voilà. Ben, je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à écouter comme d'habitude, hein, mettez des petits pouces levés si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, je mettrai le lien du deck en description de la vidéo. Alors, ne vous étonnez pas, il n'y aura pas forcément une description exhaustive de tout ce que je viens de dire sur la page du deck, parce que c'est le contenu de cette vidéo, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la Arkham JCO TV. Salut!